Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette première actu de la semaine. Alors jusqu'à présent, je faisais avant chaque live une lecture de la semaine dans laquelle je partageais mes lectures, les documentaires que j'ai regardés, les films éventuellement. Et trouvant que ça rallongeait quand même pas mal le live, ben, j'ai décidé de séparer l'actu du live. Comme ça, le live sera un petit peu moins long, une demi-heure de moins. Et puis l'actu, elle sera toute seule. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par cette actu, vous êtes les bienvenus. Et pour ceux qui sont intéressés que par le live, et ben de cette façon-là, vous pourrez voir uniquement le live. Alors, donc je le fais dans l'esprit du direct, même si c'est un enregistrement. Donc je ne vais pas faire de coupure. Et on va démarrer tout de suite. Alors, le repas du jour, il sera donné à partir de maintenant dans le live. Je ne vais pas le donner dans l'actu de la semaine, parce que je pense que c'est pas mal pour les lives que je continue à vous donner une idée de ce que je mange, en tout cas le jour du live. Bien, alors on va commencer par une question qui m'a été posée par je ne sais plus qui, une question au sujet de l'acidité. Alors ça c'est vraiment, depuis que j'ai fait le live sur les combinaisons alimentaires et que j'ai parlé des bonnes et des mauvaises combinaisons et de la problématique de l'acidité pour digérer les féculents, j'ai eu plein de questions, certaines justifiées, d'autres moins, on va dire, si je suis gentil. Euh, et donc là, notamment, c'est quelqu'un qui me demande, est-ce que l'huile et le beurre ont un goût acide? Alors déjà, première constatation, toutes les personnes, tous les humains ont des papilles. Hein, on a le goût qui permet de tester l'acidité, le sucré, de tester le salé, et, donc, et notamment donc l'acidité. Donc le goût acide, si tu le sens pas dans l'huile, bah, c'est qu'a priori c'est pas acide ou pas suffisamment pour que tu puisses le détecter, donc c'est pas acide, voilà, tout simplement. Euh, alors, dans ma réponse, eh ben, je lui ai dit, quand vous ne savez pas quel est le pH d'un aliment, vous prenez vos petits doigts, vous allez sur Google et puis vous tapez pH, là en l'occurrence du beurre, et vous verrez que si c'est entre 5 et 7, c'est un pH, alors pas neutre, parce que neutre c'est exactement 7, sauf que la biologie, c'est pas exactement la neutralité qui pose problème à la salive. Si c'est entre 5 et 7, c'est bon. Voilà, c'est légèrement acide ou quasiment pas acide, c'est bon. On va considérer les aliments acides en dessous de 5. Voilà, et pour les légumes, c'est exactement la même chose, parce qu'on m'a demandé, j'ai vu que le pH du chou, du haricot vert, des carottes, c'est entre 5 et 6. De toute façon, c'est simple, tout ce qu'on mange a un pH qui est inférieur à 7. Voilà, donc c'est plus ou moins acide. Sauf qu'il y a une énorme différence entre un fruit qui a un pH 3 ou 4 que entre quelque chose qui a un pH 5 ou 6. Je vous rappelle que quand on passe de 3 à 4, c'est 10 fois moins acide. De 4 à 5, c'est encore 10 fois moins acide. Donc quand vous passez de 3 à 5, la différence elle est énorme. C'est 100 fois moins acide. Voilà. Donc j'espère que une fois pour toutes vous aurez compris, si le pH est entre 5 et 7, vous ne cassez pas la tête. Regardez plutôt les aliments qui sont vraiment acides avec un pH qui est inférieur à 5. Donc ce qu'on va trouver le plus fréquemment, c'est entre 3 et 5. Ok, alors ensuite, autre chose. Alors on m'a parlé d'une huile que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous la connaissez. L'huile de Sacha Inchi. Voilà, Sacha Inchi. I-N-C-H-I. Alors, c'est quoi cette huile? Eh ben, c'est l'huile d'une graine qui pousse dans je sais plus quel pays. On s'en fout un peu parce que ce qui nous intéresse c'est de voir surtout ce qu'elle contient. Donc elle contient des oméga 3, alors forcément végétaux, puisque c'est une huile végétale. Donc elle contient de l'acide alpha-linolénique à hauteur de 44 à 58%. Voilà, donc on se trouve autour de à peu près comme une huile de lin. Et on y trouve 33% d'oméga 6,
et puis ça, on s'en fout. Voilà, après, il y a des choses, c'est pas important. Bon, alors, on voit que cette huile, il faut souligner, alors, ce qu'on voit dans le texte de ceux qui vendent l'huile, il y a marqué, il faut souligner la présence d'acides aminés variés, dont certains essentiels dans la composition de la graine de Sacha Inchi. On s'en fout puisqu'on consomme l'huile. Il n'y a pas d'acides aminés dans l'huile. Les acides aminés, c'est les briques élémentaires des protéines, donc on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt de dire ça. En fait, ça va faire croire aux gens que en prenant cette huile, on va bénéficier de ça, ce qui est faux. Voilà. Bon, en font partie l'isoleucine, la tyrosine, ça aussi on s'en fout, parce que les acides aminés essentiels, ils sont assimilés à hauteur de celui qui est présent en plus petite quantité. Donc ça veut dire que si vous avez 1% de tel acide aminé, 10% de tel autre, 20% de tel autre, 30% de tel autre, ils seront tous assimilés à hauteur de 1%. Voilà. Donc, peu importe qu'il y ait tel ou tel acide aminé, ce qui compte, c'est celui qui est présent en plus petite quantité, combien il y en a. C'est ça qui est intéressant. Bon, l'Inca Inchi est une source de protéines végétales privilégiée. Bon, ça c'est toujours pareil. Les protéines végétales n'ont rien à voir avec les protéines animales. En termes de biodisponibilité, en termes d'assimilation, il y a des gens qui sont incapables d'assimiler les protéines végétales, j'en fais partie. Et puis quant à son huile, elle propose d'excellents apports en acides gras essentiels. Alors là, c'est vraiment le grand piège. On oublie simplement de dire que l'humain, il est capable de fabriquer l'EPA à partir de cet alpha-linolénique à hauteur de 5 à 10% grand maximum. Et le DHA, c'est entre 0,5 et 1% maximum. Donc ça veut dire que c'est infime en fait. Ça veut dire que cette huile, qui coûte quand même un bras, à entre 70 et 85 euros le litre, cette huile, en fait, vous allez la prendre pour son apport en oméga 3 végétaux, sauf que vous ne savez pas quel est votre taux de conversion en EPA et en DHA, et du coup, peut-être qu'elle va vous servir à rien du tout si vous avez un taux de conversion qui est très bas. Voilà, donc je ne connaissais pas, mais voilà. Next. Alors, ensuite, j'ai vu un docu sur les rats intéressant. Alors, j'aurais pas forcément regardé, mais avec des histoires des poubelles à Paris et dans certaines autres villes, forcément, je m'y suis intéressé. Alors, donc un docu, j'ai la photo en plus. Je vous parle d'un truc et j'oublie de vous montrer la photo. Attendez, bougez pas. Il faut que je fasse ça et ça. Voilà, une jolie photo, Le Monde parallèle des villes. Donc c'était pas le titre du documentaire, mais c'était la photo la plus jolie que j'ai trouvée. C'était les rats des villes, je crois. Donc vous pouvez le voir sur YouTube. Ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est ce que j'ai appris, des choses que je savais pas. Alors nous, on a des rats, on a les rats des champs qui viennent parce que depuis qu'on a des poules. Pourquoi? Parce que quand on a des poules, on donne à manger aux poules, mais il en reste toujours un petit peu. Et de toute façon, les rats, ils sortent même la journée, ils sortent le matin, ils sortent la journée. Et donc, ils viennent manger eux aussi la nourriture des poules, de même que les petits oiseaux ou que les plus gros oiseaux. Donc, on nourrit un petit peu tout le monde. Et donc, voilà. Donc, le documentaire nous rappelle que les rats, depuis que l'homme est sédentaire, il fait partie de la vie des hommes. Il est là, c'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Bon, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors, donc on nous dit que la plupart des gens ont une peur viscérale vis-à-vis des rats, qui n'est pas du tout justifiée. Il y a une chercheuse française qui dit notamment que le Parisien n'a aucun risque d'attraper une maladie avec les rats. Les rats, ils sont très peureux, ils sont rapides, et ils n'ont aucune raison de mordre un humain. Quand on voit la quantité de déchets de nourriture qui sont jetés dans les poubelles, le rat, il n'a pas à aller voir les humains, il a de quoi à bouffer, enfin il a de quoi à manger sans problème. Voilà, donc c'est un truc que les gens ont dans leur tête, ils ont peur de se faire dévorer par des rats, de se faire mordre par un rat. Ça risque pas. Je peux vous dire que nous, les rats qu'on a, dès qu'on approche, dès qu'ils entendent le moindre bruit, pouf, ils retournent dans leur terrier. Bon, voilà, donc les rats à Paris, ce sera exactement la même chose. Sauf qu'ils sont un peu plus habitués aux humains, parce qu'il y en a plus forcément.
Euh, Ce qu'ils expliquent aussi dans le documentaire, c'est que ce sont plutôt les humains qui vont transmettre des maladies aux rats, notamment à cause des égouts, hein, puisque toutes nos déjections, nos matières fécales, tout ça, ça va dans les égouts. Les rats, ils vont aussi dans les égouts, et on va leur transmettre, nous, des maladies. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Une expérience intéressante. Des chercheurs ont voulu voir si une dératisation, qui veut dire donc diminuer la population de rats, réduisait le risque sanitaire. Et la conclusion, eh ben, c'est que c'est l'opposé. Voilà. En fait, ça a augmenté la maladie dans la population des rats restants. Donc, du coup, la lutte massive contre les rats, eh ben, elle semble plutôt être à l'origine du problème qu'on essaie de combattre. Voilà. Donc, on doit changer notre manière de voir le problème. En fait, en tuant une partie de la population des rats, on change complètement l'organisation de vie des rats et bah, il se trouve que les pathogènes vont se concentrer sur ceux qui sont restants. Pourquoi? Bah, parce que, je sais pas moi, il y a certains mâles dominants qui ont été éliminés, il y a moins de combats, moins de... Bon, il y a plein d'hypothèses qui sont données, mais en tout cas, la constatation, c'est que les pathogènes se concentrent quand on tente d'éradiquer les rats, parce qu'on ne peut jamais les éradiquer à 100%. Alors le gros problème aujourd'hui, c'est que pour diminuer la population des rats, on utilise des raticides. Donc c'est des poisons. Premier problème, ça pollue l'environnement, ça pollue l'eau et ça pollue les poissons. On retrouve des raticides dans quasiment tous les poissons de rivière. Deuxième problème, bah, ça va empoisonner les prédateurs des rats comme les chouettes, hein, les rapaces de nuit. Donc ça, c'est un autre problème parce que si les prédateurs des rats sont tués, eh ben, il y aura encore plus de rats. Donc il y a les rapaces de nuit, donc les chouettes, il y a aussi bah, ceux de jour, les buses, les éperviers. Donc c'est un vrai problème, hein. Vous doutez bien qu'une buse qui mange un rat qui a été empoisonné, bah, va mourir. Et si c'est au printemps, les petits de la buse vont mourir aussi. Donc c'est un vrai problème. Et pour finir, les chercheurs se sont rendus compte que les rats devenaient résistants à ces raticides. Ce qui veut dire que maintenant, on pollue l'environnement pour rien, puisque petit à petit, les rats vont devenir de plus en plus résistants. Donc, il va falloir quand même changer notre vision des choses. Alors, la conclusion du documentaire, c'est qu'il faut accepter que les rats soient là, car on ne pourra jamais s'en débarrasser. Ils font partie de l'écosystème urbain, c'est comme ça. Donc, il faut accepter de vivre avec, en évitant qu'ils nous posent problème, et notamment en évitant de les nourrir, parce que le gros problème, il est là. Tous les déchets alimentaires euh, auxquels ont accès les rats, ça leur sert de nourriture, ça leur permet d'avoir des petits, de nourrir leurs petits, et donc de proliférer. S'il n'y avait pas de nourriture, les rats ne pourraient pas proliférer. Voilà. Donc intéressant, intéressant, au moins sur le fait que les Parisiens ne risquent pas grand-chose. Enfin, les gens des villes ne risquent pas grand-chose. Alors, ensuite, alors un docu Very Good Trip, un documentaire, alors ça c'est les documentaires qu'il y a sur la 5 que j'aime beaucoup. Il y en a un par semaine généralement, et il parle souvent d'alimentation. Alors il y en a eu un sur les saucisses, il y en a eu un sur je sais plus quoi, enfin toutes les semaines il y en a un ou deux. Et donc là sur les tripes ou les abats. Alors c'est super intéressant de voir un petit peu. Alors on dirait, c'est marrant, hein, ça c'est, j'imagine que c'est l'intestin d'une vache. On dirait un truc de miel. Non, c'est pas ça. Alors donc dans les abats, bah, il y a plein de choses, hein. Alors il y a tout ce qui n'est pas du muscle. Il y a le foie, il y a enfin tout ce qui n'est pas oui, du muscle, même si le cœur est un muscle, mais le foie, le cœur, les reins, le thymus, euh, qu'est-ce qu'on a encore? Les poumons. Alors des choses qu'on n'imaginerait pas manger aujourd'hui, mais qui se mangeaient à l'époque, les mamelles, les pieds, les pieds de porc, les queues de bœuf, enfin voilà, tous les morceaux qui ne sont pas du muscle. Avant, généralement, chaque ferme avait son petit élevage de quelques animaux, il tuait l'animal et il ne jetait rien. Donc tout était utilisé, il n'y avait pas de gaspillage. Aujourd'hui, il y a un gaspillage monstre
Parce que les abats n'ont plus la cote, et ce qui est montré dans le documentaire, eh ben, c'est que si les abats n'étaient pas vendus au bout de X jours, ils étaient jetés, tout simplement. Donc du foie du foie de génisse, du cœur, il y a tout un tas de trucs qui sont jetés. Alors il y a des trucs qui ne sont pas jetés parce qu'aujourd'hui il y a une mode vis-à-vis de certains abats, comme le riz de veau, qui est le thymus, si je ne me trompe pas. Il y a certains abats donc, qui ont la cote, et puis il y en a d'autres pas du tout. Et donc il y a un vrai gaspillage. Alors je me rappelle plus le chiffre, mais si on mangeait les abats, eh ben, ça économiserait quand même pas mal de CO2, pas mal de viande du coup qui ne serait pas consommée. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait tout ce gâchis-là. Et pourquoi? Bah, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ils sont déconnectés de l'élevage. Dans les années 1900, début 1900 et fin 1800 et quelques, il y avait encore des animaux à Paris, ou dans toutes les villes, hein, mais je vais parler de Paris qui est la plus grande ville, il y avait encore des animaux dans la ville. Donc les gens étaient au contact des animaux. Aujourd'hui, bah, évidemment, c'est fini. Il y a certaines familles qui ne voient des animaux qu'au salon de l'agriculture. Et du coup, euh, les gens ont perdu la notion que la protéine animale, le morceau de viande, ça venait d'un animal. Et il y en a plein qui sont gênés par cette idée-là. Et du coup, on va avoir tendance à manger des, des aliments qui contiennent des produits animaux non identifiés. Alors vous avez par exemple les nuggets, vous avez le steak haché, vous avez le poisson pané, vous avez le cordon bleu, qu'est-ce qu'on a? On a tous les plats préparés, je sais pas, des spaghettis à la bolognaise avec de la viande hachée, tous les plats où vous avez des morceaux, les saucisses, les knackis par exemple, où là c'est encore pire parce que là c'est inidentifiable, c'est tellement mixé finement. Voilà. Donc ça, c'est à la mode, mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont manger une tête de veau, par exemple. Bon, c'est comme ça. Mais c'est un problème. Alors, dans le dernier live, eh ben, je vais montrer que mon repas, c'était des cœurs. Voilà, des cœurs de poulet. Ça coûte pas cher. Moi, je les achète à 9 € le kilo. Et puis c'est bon, en fait, c'est super bon. Et ben voilà, après on peut prendre du cœur de bœuf, du foie d'agneau, du foie de... Bon, il y a des abats qui sont plus compliqués à cuisiner, il y en a d'autres qui sont plus simples. Alors il y a aussi un truc qui s'appelle la hampe. Si j'ai bien compris dans le documentaire, c'est considéré comme un abat et en fait c'est le diaphragme. Et la hampe, c'est un morceau qui ressemble à l'onglet, qui est plus ferme. Et moi, pour le manger, ce que je trouve pas mal, c'est que je le fais en wok. Il faut bien le couper à- avec couper la fibre musculaire à 90 degrés. Si vous coupez dans le sens de la fibre, vous allez avoir des longues fibres, et quand vous allez mâcher, ça va faire comme du chewing-gum, enfin, comme du chewing-gum très ferme. Alors que si vous coupez les fibres à 90 degrés, eh ben, vous allez, à la mâche, ça va être beaucoup plus facile à mâcher. Cette technique, les Asiatiques, ils l'utilisent parce qu'ils font beaucoup de plats avec des morceaux de viande coupés en petits morceaux. Donc systématiquement, ils coupent à 90 degrés par rapport à la fibre, de façon à ne pas avoir ce côté caoutchouteux en bouche. Voilà, donc un docu intéressant. Ouais, intéressant. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, on a aussi un documentaire. Alors ça, c'était la semaine dernière. E égale M6 spécial Nouveau Régime. Alors c'était intéressant de voir ce qui se dit. Alors il y avait une médecin qui disait vraiment des choses super sensées. J'ai bien aimé. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Ils ont comparé quoi? Ils ont comparé le jeûne intermittent, le régime de Jesse Inchauspé, Glucose, qui a écrit le livre Glucose Révolution, avec le vinaigre avant chaque repas, donc qui induit une indigestion des féculents. Donc forcément, c'est sûr que le taux de sucre il va moins monter. Mais moi, je vous conseille un autre truc qui marche vachement bien, c'est vos féculents, vous les mangez crus. Vous mangez votre riz cru,
vos pâtes crues, vos pommes de terre crues, et vous verrez que votre glycémie, elle va pas monter. Eh ben oui, vous n'allez pas les digérer. Donc voilà, donc avec le vinaigre, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle empêche la salive de prédigérer le féculent, et du coup, il va arriver dans l'intestin grêle un état de digestion de zéro, au lieu d'être un état de digestion de 20, 30, 50%. Du coup, le pancréas, lui, il va devoir carburer pour produire plus d'amylase, alors qu'il a déjà, alors que nos glandes salivaires en ont déjà produit, sauf que ça ne servait à rien parce qu'il y a quelqu'un de super intelligent qui a dit qu'il fallait prendre un vinaigre avant chaque repas. Et donc voilà, donc à terme, c'est un épuisement du pancréas qu'on risque de créer. Donc il y avait ça, il y avait un régime, alors j'ai dit quoi? Jeûne intermittent, le régime de Jesse Inchauspé, et puis, je sais plus, un régime, je crois classique, hypocalorique classique. Ah non, ah non, non, c'est pas ça. Et donc non, et un régime hypocalorique avec des plats préparés. Donc style comme j'aime, voilà. Donc un régime avec des plats industriels tout prêt. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que tu as juste à prendre ton plat industriel de merde, tu le fous au four à micro-ondes et puis tu manges cette saloperie en regardant les autres membres de ta famille manger des choses bonnes. Voilà, c'est super sympa. Bon, bref. Euh, Alors, à un moment donné, on voit une femme obèse, je sais pas, 35, allez, on va dire 35 ans, qui a décidé de changer ses habitudes, donc qui veut suivre les conseils qu'on lui a donnés. Donc on lui a dit à chaque repas, il faut qu'il y ait un produit laitier, il faut qu'il y ait un fruit, un légume, un machin, une protéine animale et tout ça, une céréale. Alors elle, le matin, elle prenait du pain de mie blanc avec du Nutella, elle prenait d'autres viennoiseries, et elle a remplacé son pain de mie blanc par du pain de mie aux céréales. Autant dire que l'index glycémique, il n'y a aucune différence. Ensuite, elle a remplacé le Nutella par de la confiture parce que ça contient des fruits. C'est vraiment du foutage de gueule. Il n'y a aucune différence. C'est du sucre aromatisé aux fruits. Bon, bref. Ensuite, on la voit qui se fait un gratin de, de courgettes avec des courgettes coupées en rondelles qu'elle va noyer dans de la crème fraîche et de l'emmental râpé de merde qui a un goût de plastique. Et elle pense qu'elle va perdre du poids avec ça. Mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, bon, je ne veux pas vous détailler tout ce reportage, mais bon, je l'ai regardé, mais bon, hein, il y a quand même, ouais, il y a quand même des choses, c'est quand même un peu n'importe quoi. Alors ensuite, minceur, c'est fini. Alors, on va, petit moment LGBT, QA+, I, machin. Alors, j'ai vu un documentaire, les 10 ans du mariage pour tous. Bon, évidemment, moi, je suis concerné, même si on n'est pas marié avec mon copain, mais je suis quand même concerné, parce que c'est vrai que en ayant vécu le Pax, alors moi, je me rappelle, en 99, j'étais sur un char à la Gay Pride à Paris. Et d'ailleurs, j'ai été filmé par les journaux télévisés. On me voit pendant 3 secondes, hein. Parce que je faisais partie d'une association à l'époque. Et du coup, voilà. Donc, déjà avec le Pax, euh, toute la haine et tous les trucs débiles que les politiques et puis les gens de la rue disaient, bah, avec le mariage pour tous, ça a été rebelote. Voilà, rebelote, 14 ans plus tard, rebelote. Moi, ça m'a quand même un peu énervé de revoir ces images, de revoir certains propos qui sont quand même hallucinants, qui devraient. Alors, au temps du Moyen Âge, je veux bien, mais en 2013, euh, hallucinant. Mais bon, en gros, c'était pour moi une bonne excuse, même si ils s'en défendaient, hein, tous ces gens et tous ces politiques. C'était une bonne excuse
d'exprimer leur homophobie, hein, tout simplement. Euh, bon, il y a quand même certains politiques qui ont dit des choses, mais ils ont parlé, ils ont dit, certains qui ont dit à l'Assemblée, c'est quoi la prochaine étape? Ça va être de marier un frère et une sœur, et avec des animaux aussi? N'importe quoi. Et on prend les mêmes politiques aujourd'hui, évidemment, les Vauquier, euh, mince, comment elle s'appelle là? Celle de droite, qui a eu un chiffre aux élections tellement bas qu'elle a été en dessous des 5%, elle a dû faire l'aumône pour pouvoir rembourser ses frais de, ses frais de campagne. Mince, je vois son visage et je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, il y en a plein qui ont dit des grosses conneries. Et je pense qu'ils s'en mordent, ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Je pense qu'ils doivent se trouver un peu cons. Il y avait notamment euh, une politique qui a défilé contre le mariage pour tous et qu'il regrette aujourd'hui parce que peu de temps après, elle a appris que son fils était gay et qu'il avait envie d'avoir des enfants, il avait envie de fonder une famille et que cette mère, enfin cette maman, elle était bien contente que son fils puisse avoir les mêmes droits que toutes les autres personnes de la société. Et voilà, donc elle avait honte d'avoir manifesté. Mais bon, euh, moi quand je regardais ces images, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants en fait, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait des jeunes adultes, il y avait des adolescents, il y avait des enfants, les parents ils ramenaient toute la famille, et je me disais, mais sur 100 000 enfants, là, qui sont dans ces manifestations, il faut quand même avoir conscience qu'il va y avoir entre 5 à 10 000 futurs gays, voilà, futurs homos. Euh, Bah oui, c'est comme ça. Il y a à peu près 5 à 10% de la population qui est homo. Donc voilà. Donc je pense que pour certains parents, ça n'a pas dû être facile. Et j'espère que pour les enfants, ça n'a pas été trop dur, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment cons à rejeter leurs enfants parce que ils sont pas assez ouverts. Voilà. Donc un documentaire qui m'a un peu énervé quand même. Ce qui a quand même été dit déjà dans le Pax et là pour cette loi, c'est que cette loi ne va rien enlever aux hétéros, elle va juste rétablir un équilibre afin que tout le monde ait les mêmes droits. Donc je ne vois pas en quoi ça peut leur poser problème que tout le monde ait les mêmes droits. Parce que leur notion de la famille, c'est un papa, une maman. Je pense que quand on voit le nombre de divorces, hein, je me rappelle que, euh, mince, la nièce, je perds mes mots, la nièce de Marine Le Pen, qui a été mariée avec un mec, et ce mec, en fait, eh ben, il a fait son coming out. Eh ben, oui, Marion Maréchal Le Pen. Euh, je pense que ça a quand même dû, ça a dû être spécial à vivre pour Marion Maréchal Le Pen. Bon, enfin voilà, mais ouais, c'est quand même grave. C'est quand même grave de voir toute cette haine pourquoi pour des gens qui comprennent pas qu'il y a des gens qui sont différents d'eux et qui l'acceptent pas. Les choses évoluent, ça demande un peu de temps et voilà, mais c'est pas fini parce qu'il y a dans plein de pays du monde, c'est encore considéré comme un crime. Bon, voilà. Après, petit commentaire, on reste toujours dans la même thématique. Alors sur une série, parce qu'on me demande souvent, si je parle d'une série, je vais la nommer, hein, comme ça vous saurez de quoi je parle. Alors c'est une petite série sympa, euh, Heroic Fantasy. Alors j'ai lu un commentaire, donc avant de voir la série, je regarde un commentaire et je vois un mec qui met comme commentaire que la série, elle est sympa, mais bon, un peu trop féministe, un peu trop les clichés antiracistes, parce qu'il y a des personnages de couleur, un petit peu trop
LGBT, en fait, ces gens qui sont des hommes blancs, hétérosexuels, c'est toujours les mêmes, ils pensent qu'ils sont le centre de l'univers. Alors, il faut quand même qu'ils sachent que la moitié de la population, déjà, c'est des femmes, et que c'est normal que dans les séries, le héros, ce ne soit pas systématiquement un homme, que les femmes aient une représentation aussi au moins équivalente aux hommes. Ça me paraît être quand même le minimum, vu que sur Terre, il y a autant de femmes que d'hommes à peu près. Et puis, c'est normal que dans un pays, par exemple comme la France, il y a plein de minorités. Il y a des blacks, des minorités ethniques, donc des blacks, je sais pas moi, des Indiens, des Asiatiques, des Arabes, tout ce que vous voulez, tous les pays du monde. Il y a des minorités, alors je sais pas comment on les appelle, sexuelles, les gays, voilà notamment, hein, les gays et lesbiennes, les bi, les trans, etc. Bon, sauf que quand on ajoute toutes ces minorités, bah, ça fait voilà, une bonne partie de la population d'un pays. Et que c'est quand même important que tout le monde se voit dans les films et dans les séries. Voilà, c'est un petit peu normal qu'on puisse se retrouver dans ces choses. C'est pas normal que dans des films ou des séries, ce soit systématiquement des hommes et des femmes hétérosexuels blancs qui s'embrassent et qui sont en couple. C'est quand même pas normal, hein. C'est normal que tout soit représenté. Donc il faut qu'il y ait des gens de couleur, il faut qu'il y ait des homos, il faut qu'il y ait un petit peu de tout ça, il faut qu'il y ait de tout. Voilà. Et donc ces gens qui râlent parce que il y a trop, c'est trop féministe, c'est trop pro-LGBT. Alors franchement, c'est hyper soft hein, dans cette série-là. Shadow and Bone, c'est hyper soft, hein. Le côté LGBT, il n'y a pas grand-chose, hein. Alors qu'il y a des séries, il y a des séries espagnoles comme Elite. Voilà, c'est quand même. Je pense que le mec qui regarde Elite, euh, ça va être, il va saigner du nez à mon avis, hein. Donc voilà, petit coup de gueule, voilà, pour ces gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas les seuls sur Terre, et que je vois pas en quoi ça lui pose problème de voir deux mecs s'embrasser, deux femmes s'embrasser, ou qu'il y ait des blacks, ou qu'il y ait des asiatiques, ou qu'il y ait... Je vois pas en quoi ça lui pose problème. Il n'a qu'à sortir dans la rue. S'il habite Paris, il y a quand même suffisamment de variété chez les gens. Ça correspond au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà. Bon, parenthèse fermée. Et puis ensuite, bah, je n'ai pas pris la photo, c'est pas grave. Je vais vous parler d'un livre. Alors, ouais, un livre qui s'appelle L'impact des émotions sur l'ADN, qui a été écrit par Nathalie Zamateo. Alors Zamateo, c'est Z-A-2-M-A-2-T-E-O. Voilà, donc l'impact des émotions sur l'ADN, en fait, je cherchais un livre qui parle d'épigénétique, puisque c'est l'épigénétique qui est abordée dans ce livre. Le lien entre l'épigénétique et les émotions ou les chocs émotionnels. Super intéressant. Alors, pour vous expliquer l'épigénétique en 3 mots, c'est pas compliqué. On a à peu près 22 000 gènes qui sont contenus sur notre ADN, dans notre ADN. Ces 22 000 gènes, ils nous ont été transmis par notre père et par notre mère. Et sauf mutation, sauf chose hyper rare, ça ne bouge pas. On est avec certains gènes, on meurt avec les mêmes gènes. Voilà, sauf exception, ça ne bouge pas. Par contre, il y a des choses qui bougent. Alors, pour vous donner une image, ce sont comme des interrupteurs qui permettent d'activer ou pas certains gènes. Donc, on a 22 000 gènes et on a 4 millions d'interrupteurs. Voilà. Et ces interrupteurs, qu'on pourrait appeler des interrupteurs épigénétiques, eh ben, tous ces interrupteurs, ça forme ce qu'on appelle l'épigénome. Il va y avoir des interrupteurs on-off pour tel et tel gène. Voilà. 4 millions d'interrupteurs pour 22 000 gènes. Et ce qui est quand même sympa, c'est que ces interrupteurs, ils peuvent être activés ou désactivés en fonction de notre mode de vie. Donc on est avec un patrimoine génétique, on est également avec un épigénome qui nous est transmis par nos parents, mais on peut agir sur cet épigénome. Sur l'ADN, on va pouvoir changer nos gènes.
Par contre, on va pouvoir changer le positionnement de l'interrupteur qui va activer ou désactiver tel gène. Alors, pour que vous compreniez un exemple, donc les chercheurs, ils ont vérifié chez l'humain, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites chez les rats, mais là c'est chez les humains, que certains chocs émotionnels inhibaient l'expression de certains gènes. En l'occurrence, c'est... alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Quand on a un stress, on produit certaines hormones du stress qui vont aller exciter le récepteur de cette hormone des cellules qui ont ce récepteur. Par exemple, pour le cortisol, il y a la majorité des cellules du corps qui ont un récepteur au cortisol, qui est une des hormones qui sont produites en cas de stress. Et donc ce récepteur, il a été excité par le cortisol, par l'hormone du stress, et ensuite il va renvoyer une information pour dire au surrénal d'arrêter de produire du cortisol. Ça, c'est quand ça fonctionne normalement. Je vis un stress, le stress s'arrête, je renvoie un message pour dire au surrénal arrête de produire du cortisol. Mais chez certaines personnes, eh ben, le récepteur il fonctionne pas correctement. Et ça, c'est parce qu'il y a un ou plusieurs interrupteurs qui ont inhibé tel ou tel gène. Et donc, le récepteur, quand il est stimulé par le cortisol, eh bien, il ne va plus renvoyer comme information, le stress est fini, et du coup, le cortisol, il est produit en continu. Il n'y a pas de feedback pour dire stop, plus de stress, donc on arrête de produire le cortisol. Et ça, c'est un défaut du récepteur qui est lié à un ou plusieurs gènes qui sont inhibés. Voilà, donc ils ont vérifié ça, et par exemple, alors c'est pas des trucs rigolos, mais bon, une femme qui a été violée a, en termes d'épigénétique, elle a cet interrupteur qui a été mis sur off. Et donc, elle va avoir ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'elle va vivre un stress après le viol, elle va vivre des stress plutôt, ou un état de stress de façon quasi continue. Parce que, eh ben, le récepteur ne renvoie plus le message de dire le stress est fini, donc arrête de produire du cortisol. Donc cette femme qui a été violée, elle vit ça tout au long de sa vie, mais elle a été violée, ensuite elle a eu un enfant, et elle a transmis cette caractéristique à sa fille, qui elle-même va avoir ce même problème, mais en plus fort. Voilà, donc, donc du coup les chercheurs se sont rendus compte que l'impact d'un choc émotionnel pouvait être transmis à la descendance. Bon, après, il y a plein d'exemples, parce que dans le livre, elle prend deux jumelles, des jumelles identiques, et puis bah, elles ont physiquement des tempéraments différents. Il y en a une qui est un peu chétive, l'autre qui est un peu bouboule, et donc elle explique, voilà, elle utilise ça comme exemple tout au long du livre, donc dans l'enfance, donc il y a la naissance, il y a la petite enfance, l'âge adulte, etc. Intéressant, alors c'est un livre que j'ai lu en 2 jours, hein, ça se lit hyper vite, je sais pas combien il y a de pages, mais bon, ça se lit hyper vite, très facilement. C'est intéressant. Moi, ça m'a permis de prendre conscience que les émotions, elles avaient aussi un rôle hyper important, parce que quand on parle d'épigénétique, on va parler souvent d'alimentation, d'hygiène de vie, d'activité physique, de sommeil. Tout ça, ça a une influence sur ces 4 millions d'interrupteurs qui vont pouvoir être activés ou désactivés. Donc une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une bonne gestion du stress, etc. Ça va permettre de favoriser l'expression de bons gènes. Alors, je schématise, mais en gros, c'est ça. Les bons gènes, ils vont s'exprimer, les mauvais gènes, ils vont être réprimés. Voilà. Donc, l'épigénétique, super intéressant. Voilà. Donc, eh ben, j'ai tout dit pour cette première actu. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Il faut que je trouve un nom. Première actu de la semaine qui n'est plus liée au live comme je faisais jusqu'à présent.
Voilà, donc merci d'avoir suivi cette première actu. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!